Ravi de vous retrouver pour ce dernier rendez-vous de l'actualité de la semaine. Au menu de ce vendredi 11 juillet, un débat pour comprendre et identifier les solutions à la cherté des loyers à Abidjan. Et enfin, une image qui a généré une pléiade d'émotions à travers le pays. Le vendredi, c'est désormais le rendez-vous pour votre chronique cybercrime. Et ça, juste après ce jingle. Un clic, une promesse de crédit et parfois une arnaque à la clé. Les prêts en ligne se multiplient en Côte d'Ivoire, surfant sur la détresse financière ou l'urgence du quotidien. Derrière certaines plateformes, des escrocs bien rodés qui exploitent la crédulité numérique. Comment déjouer ces pièges virtuels? Cybercriminalité, prévention et bons réflexes, c'est le menu de Cybercrime en partenariat avec la PLCC. Bonsoir commissaire Parfait Maison. Bonsoir. Vous êtes le responsable adjoint de la PLCC. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire dans un premier temps, qu'est-ce qu'un prêt en ligne? Le prêt en ligne est un prêt qui s'obtient en ligne sans qu'on ne se déplace. Et voilà, pour définir de façon simple, c'est ce que je peux dire pour ce que c'est que le prêt en ligne. A priori, c'est légal, mais pourquoi parle-t-on d'arnaque au prêt en ligne? On parle d'arnaque au prêt en ligne parce que derrière les applications mobiles de prêt en ligne, il y a... c'est vrai que c'est sans engagement, on ne fournit pas de documents, mais les montants qu'on propose sont vraiment payés par mobile money dans un premier temps. Ensuite, ce sont des applications qui promettent des taux très alléchants. Ensuite, sur une durée assez raisonnable, souvent 3 mois jusqu'à 6 mois. Et qu'est-ce qu'on peut dire derrière? Ces applications-là, une fois qu'elles sont téléchargées, accèdent au contenu de votre équipement. Ça, c'est ce qu'on ne vous dit pas. Et accéder à un contenu sans le consentement d'une personne est une infraction cybercriminelle. On imagine que certains de ceux et celles qui nous suivent sont déjà victimes. Certains parlent sur les réseaux sociaux d'appels qui sont incessants. Dans ce cas-là, que faire? Quand on est victime de prêts en ligne, il faut se rendre à la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Là-bas, on a un service d'assistance aux victimes qui pourra prendre en charge toutes les victimes de prêts en ligne. Il faut dire qu'en 2023, nous avons reçu 148 plaintes de prêts en ligne. Également, en 2024, 540 plaintes de prêts en ligne. Mais au final, comment détecter une arnaque de prêt en ligne? Parce qu'il y a certaines plateformes légales qui sont tout à fait honnêtes, qui les proposent. Comme je l'ai dit tantôt, le prêt en ligne est un prêt sans engagement où on ne fournit pas de documents. Alors que pour les plateformes qui existent, qui sont légalement constituées, ils vont forcément vous demander de la documentation. Ils vont vous demander de signer des documents. Pour les prêts en ligne, c'est une application mobile que vous allez télécharger. On va vous proposer, par exemple, des taux assez raisonnables, très alléchants. Également, une durée de remboursement très raisonnable. Alors que pour un prêt, tout est défini à la base. Oui, par les institutions bancaires. C'est bien cela. Et généralement, les prêts en ligne dont on parle n'ont pas de constitution légale. Donc, en résumé, quelles précautions doivent prendre nos téléspectateurs et nous-mêmes par rapport aux prêts en ligne? Déjà, quand on est victime de prêts en ligne, pour ne pas dire, on va inviter les populations à éviter ce genre d'applications qui ne sont pas légalement constituées et qui, par derrière, commettent des actes de cybercriminalité. À part les entités que nous connaissons qui sont légalement constituées, toutes les autres ne sont pas légales. Donc, quand on est victime, il faut se rendre à la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, porter plainte. Nous avons également le service Alerte 100, qui est un numéro gratuit. Quand on est victime, on peut appeler, on va vous orienter. On a également le numéro
de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité qui est le 27 22 48 97 77 qu'on peut appeler ou se rendre physiquement dans nos locaux. Merci, commissaire Parfait-Maison, pour ces éclaircissements. Si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à vous rendre à la PLCC pour déposer plainte. Mais avant de passer au plat de résistance, qui est le débat de ce soir, place à la pensée de la semaine. Celui qui dort sur la natte d'autrui dort par terre. Fin de citation. C'est un proverbe burkinabé qui signifie que compter sur les biens ou le soutien des autres est toujours précaire et incertain. Même si quelqu'un vous prête son aide ou son confort, symbolisé ici par la natte, cela ne vous appartient pas réellement et vous êtes toujours donc vulnérable. L'indépendance, l'autonomie et la prévoyance sont préférables à la dépendance aux autres. Vous l'attendez, c'est l'heure de ce débat, de ce 7 info le soir au week-end. Et ça, juste après le jingle. Nouveau toit à Abidjan, c'est souvent le parcours du combattant, repérage du quartier, appel sans fin aux propriétaires ou aux gérants, caution qui pèse lourd dans le porte-monnaie, transport des meubles sur des camions bâchés et surtout des loyers qui grimpent parfois hors de portée. Comment les Abidjanais vivent-ils cette réalité sur le terrain? C'est la question qui a été posée au cours de ce micro-trottoir réalisé par Constant Abiyou. Je pense qu'en toute franchise, le coût du loyer a explosé. Pour moi qui suis à Bingerville, j'ai remarqué qu'il y a vraiment une large différence de façon palpable dans les loyers de, par exemple, les studios, qui avant pouvaient aisément se trouver à 50 000, 60 000. Mais aujourd'hui, c'est vraiment plus possible. C'est aisément 100 000 que ça atteint. Par rapport aux cautions, les propriétaires te demandent au moins 3 mois de caution, 3 mois d'avance. Si la maison coûte par exemple 50 000 comme ça, que tu dois donner 3 mois de caution, 3 mois d'avance, tu reviens au moins à 300 000. C'est trop. Or, pour nous, quand tu nous débrouillons, pour enlever 300 000 un coup là, c'est un peu difficile. Donc si l'État pourrait revoir avec le problème de caution, ça allait nous arranger. Déjà, l'État, je pense, doit davantage s'impliquer pour que les mesures qu'il prend soient respectées. Alors, par exemple, la caution et l'avance qui ont été pour plafonner à un certain niveau par l'État, mais malheureusement on constate sur le marché que les propriétaires fixent les montants qu'ils veulent. Que le loyer coûte très cher, surtout à Abidjan. Voilà. Mon souhait est qu'il y ait des subventions au niveau de l'État pour que les gens puissent acquérir des loyers. Et puis au niveau des différentes cautions, lorsque les gens veulent prendre les maisons, là, le gouvernement avait pris des mesures, avait demandé à ce que ça soit 2 mois d'avance et puis 2 mois de caution. On a remarqué que certains propriétaires font fi de cela. L'État doit prendre des mesures. Selon moi, par exemple, les maisons de 3 pièces, l'État doit avoir, on peut donner timing à ces gens en fonction des pièces de maisons en Côte d'Ivoire. Et aussi veiller à la construction de ces gens de maisons, parce qu'on voit des maisons écoulées. Quel que soit R+2, ça perd des vies normalement. Tu payes cher, tu n'es pas à l'aise. C'est vraiment décevant que l'État prenne des mesures nécessaires pour ça. Voilà pour le vécu des Abidjanais entre contraintes et réalité du terrain. Mais comment expliquer cette flambée des loyers? Quelle solution pour freiner la hausse et protéger les locataires? On ouvre le débat avec nos invités ce soir, avec monsieur Sémignan Aboubakar Ouattara, vice-président de la Fédération des réseaux ivoiriens des consommateurs, madame Akissi Oura, directrice gérante de l'agence immobilière Ofira, monsieur Charles Bolipognon, juriste, et enfin, M. Medelos Dibi, commercial immobilier. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Oui. Nous avons également contacté le ministère du Logement, de la Construction et de l'Urbanisme, et malgré nos multiples relances, ils ne sont pas avec nous sur ce plateau ce soir. On va mettre directement les pieds dans le plat, si vous le voulez bien. Comment expliquez-vous la hausse continue des loyers dans certains des quartiers populaires comme Cocody, Yopougon ou encore Marcoé? Bonsoir madame.
Bonsoir monsieur. Et donc c'est un plaisir pour nous d'être associés à cette rencontre. Donc quand je dis nous, c'est la Fédération des réseaux ivoiriens des consommateurs. Et c'est un cri de cœur qui a certainement été entendu. Et aujourd'hui, le consommateur, il souffre. Il souffre. Et quand je dis le consommateur, c'est vous, c'est moi, c'est monsieur tout le monde. Et le prix aujourd'hui, selon la loi, est fixé par le propriétaire de la maison. Mais bien entendu, ce prix en général ne respecte pas certaines caractéristiques que la loi a bien déterminées. Et c'est ce qui crée aujourd'hui tout ce que nous constatons. Et donc, au cours du débat, je pense que nous allons dérouler les raisons et proposer des solutions. Alors, j'aimerais revenir sur un point que vous avez souligné, plus particulièrement avec M. Dibi et Mme Aura. Il existe donc un plafonnement des loyers à Abidjan ou j'ai pas très bien compris? À ce que je sache, non, il n'existe pas de plafonnement. Et c'est là le véritable problème parce qu'il n'y a pas de régulation forte dans ce domaine. Alors, pour revenir à votre première question, les causes de l'inflation des coûts des loyers en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs facteurs interdépendants. On va prendre premièrement la forte demande face à une offre qui est limitée. Oui. Voilà, donc on a une très forte demande en matière de location d'habitation par rapport à une offre qui est assez limitée. On a le coût de construction des habitations, le coût des matériaux de construction qui sont élevés, du coup qui influencent fortement les loyers à Abidjan, notamment en Côte d'Ivoire, dans toute la Côte d'Ivoire. On a le coût du foncier en zone urbaine. On sait que les terrains à Abidjan ou partout en Côte d'Ivoire sont assez chers. Et on a aussi l'administration fiscale qui joue un rôle assez important dans le coût des loyers qui sont élevés en Côte d'Ivoire. Je me tourne vers vous, monsieur Bolipognon. Quel est votre avis sur la question? Pourquoi les loyers augmentent-ils aujourd'hui à Abidjan dans certaines zones que j'ai citées plus tôt? Merci pour l'invitation de ce soir. Alors, selon mon point de vue, ça peut être dû aussi, comme vous l'avez très bien évoqué tout à l'heure, du fait qu'il y a une très forte demande. Donc, plus il y a une hausse en matière de demande, naturellement, le coût va augmenter. Moi, je pense qu'ici, il faudrait plutôt se concentrer un peu plus sur les villes de l'intérieur du pays, c'est-à-dire essayer de décentraliser quand même un maximum afin que les Ivoiriens puissent s'intéresser aussi à la vie à l'intérieur du pays, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'intérieur du pays, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire là-bas ou qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire là-bas. Tout est un petit peu, quand on entend les gens parler, tout est un petit peu à Abidjan. Et je vous vois acquiescer, monsieur Dibi, de votre point de vue de commercial, immobilier, est-ce que vous acquiescez cette proposition de monsieur Boli? Oui, en quelque sorte, mais il faut dire aussi que lorsqu'on parle de plafonnement de loyer, il n'y a pas de plafonnement de loyer proprement dit. Chaque propriétaire est capable de fixer son prix de loyer comme il se doit, ou voilà, il y a ça. Et puis, comme madame l'avait évoqué tout à l'heure, il y a aussi le coût des matériels de construction qui a grimpé et qui est aussi un facteur qui ne favorise pas forcément le consommateur. Est-ce que cette situation, elle est propre à Abidjan, et je vous pose la question à vous tous, ou on l'observe ailleurs dans le pays? Bon, c'est propre à Abidjan. C'est propre à Abidjan, mais je peux dire aussi c'est un peu atypique par rapport à certains quartiers d'Abidjan ou communes. Par exemple, quand on prend le cas de Cocody, quand on progresse un peu vers Angré, vous allez voir que le coût des loyers sont très élevés. Un studio, c'est bien logé à Angré aujourd'hui. Dans un studio, c'est minimum 120 000, ce qui n'est pas à la portée de tous. Donc, c'est une question... parce que le SMIC, il est quand même à 75 000. Oui, évidemment, il ne faut pas oublier ce côté aussi également. Alors, je vais vous demander très rapidement, on va faire un tour de table. On parle de l'exemple du studio. Pour vous, à combien il devrait être estimé? Je vous regarde aussi, vous deux, parce que vous avez un petit peu plus de recul sur la question. Mais pour vous, monsieur Boliak, à combien devrait revenir un studio par mois? Encore une fois, je pense que la question, il faudrait regarder ça plus en profondeur, dans le sens où ça va dépendre du quartier, ça va dépendre des zones, ça va dépendre aussi des commodités. Aujourd'hui, on ne peut pas non plus fixer un loyer de manière... et puis encore, c'est relatif à tout un chacun, à combien les personnes gagnent. Par exemple, si on prend un Cocody Beverly Hills, on se doute bien que ça ne sera pas le même coût que on va pas indexer de quartier particulier, mais on se comprend. Voilà. Selon moi, on va dire, par exemple, Angré 9e tranche, un studio de manière abordable, si c'est bien sujet avec une bonne commodité,
si on se base sur le SMIC ivoirien, je dirais à peu près 150 000 par là. 150. Entre 150 000, oui, entre 150 000 et 200. Ça, c'est selon moi un studio, je dis. Pourquoi je dis ça? Parce que enfin, le coût de la vie augmente, c'est pas que en Côte d'Ivoire, c'est partout dans le monde. Ouais. Quand on constate un peu, quand on fait un peu un minimum d'études à l'extérieur, c'est pas que en Côte d'Ivoire, donc il faut aussi prendre en compte le fait que l'évolution due à l'inflation. Donc on ne peut pas non plus demander des coûts qu'on avait il y a 5 à 10 ans en arrière à aujourd'hui. Enfin, Abidjan, ce n'est pas le même Abidjan qu'il y avait à l'époque, donc c'est normal aussi que le coût de la vie augmente tout simplement. Monsieur Ouattara, vous vouliez réagir? Bien entendu. Dites-moi tout. Écoutez, je suis un peu outré, mais je pense qu'il faut comprendre que... Madame a parlé tout à l'heure du coût des matériaux de construction. Oui. Ce que je voulais dire, le coût du matériel de construction à Yopougon, il est le même à Cocody, il est le même à Angré, il est le même partout en Côte d'Ivoire. Donc je ne peux pas accepter qu'un loyer en Côte d'Ivoire à Yopougon soit différent d'un loyer à Cocody. Je peux comprendre certains standards, mais je pense qu'on parle de studio. On a pris l'exemple d'un studio. Le studio, c'est un studio type. Il n'y a pas deux façons de studio en Côte d'Ivoire. Quand on dit un studio... Entrée-couchée. Entrée-couchée, merci. Ah. Un studio, il reste un studio. À la limite, quand il y a plus de commodités, tu as droit à une cuisine et ta salle de bain. Mais un studio, en fonction du SMIC, je pense que le studio doit être loué à 50 000 francs. 50 000 francs, c'est ce que je pense. Des réactions? Oui. Alors, on va commencer par madame. Alors, je voudrais déjà intervenir sur la réaction de monsieur. Je comprends tout à fait sa réaction parce qu'il défend les consommateurs. Mais moi, en tant qu'agent immobilier agréé, je suis vraiment dans le domaine et il faudrait qu'ils comprennent une chose. Déjà, la base, c'est que c'est vrai que les coûts des matériaux à Yopougon et à Cocody sont les mêmes, mais le coût du foncier n'est pas le même. On prend 1 mètre carré à Yopougon n'est pas le même que le mètre carré à Beverly Hills. Du coup, le studio à Yopougon et le studio à Beverly Hills ne peuvent pas avoir le même prix. Et on va partir aussi dans le standard, on va dire dans le standing de l'appartement qu'on nous offre. Donc, un appartement avec un haut standing ne peut pas avoir le même prix qu'un appartement avec un bas standing. Alors, en parlant de standing, je me tourne vers vous qui êtes dans le domaine. Qui aujourd'hui fixe les critères de standing? Parce qu'on nous vend un petit peu, dès qu'il y a un split, un chauffe-eau, c'est du haut standing. Mais qu'est-ce qu'il en est réellement, monsieur Dibi? Alors, le standing dont on parle dépend du moyen du propriétaire. Voilà. Ce n'est pas le client qui impose au propriétaire, le propriétaire ayant du goût et ayant aussi, comment je peux appeler ça, la perfection des choses, il décide d'apporter un certain standing à son habitat pour son futur locataire. Donc, de ce point de vue, je ne pense pas que cela dépendrait du locataire en question. Alors, monsieur Ouattara, je vois regarder monsieur Dibi d'une certaine manière. Dites-nous. Écoutez, je pense que la question du standing, elle est aléatoire. Vraiment, il ne faut pas se figer, il faut vraiment être flexible. Et je voulais revenir sur un point qui avait été relevé plus tôt. Nous parlions de l'augmentation du loyer. Je pense qu'au niveau national, pas qu'à Abidjan. Je veux dire que ce n'est pas qu'à Abidjan. Aujourd'hui, vous allez à Boaké, vous allez à Daloa, vous allez à Yamoussoukro. Le coût du loyer est très élevé, madame. Il est très élevé et ce n'est pas acceptable. Nous, en tant que consommateurs, nous militons, nous dénonçons. Et là, on va dire merci au ministère, à l'État de Côte d'Ivoire, on va dire qu'il y a pris une loi qui encadre, bien entendu, la fixation des cautions et avances. Déjà, c'est à saluer. Non, 2 mois. 2 mois. 2 mois de caution, 2 mois d'avance. Voilà. Et 1 mois. Voilà, c'est hors taxe, on va dire hors charge. 2 mois caution, 2 mois avance, hors charge. Et donc, nous saluons cette disposition, mais nous demandons encore à l'État d'aller un peu plus loin. Parce qu'aujourd'hui, le constat que nous faisons, c'est qu'il n'y a pas de mesures contraignantes par rapport aux propriétaires, bien entendu, qui fixent des montants qui dépassent la norme. Et là, nous dénonçons ça aujourd'hui. Monsieur Boli-Pognon, je me tourne vers vous car il a évoqué un point juridique. La fixation autour de la fameuse caution. Dans les faits, est-ce que c'est vraiment respecté?
C'est une très belle question. Ça va dépendre des quartiers. Ça va dépendre ici des notions ou du moins de la clientèle. Il est clair que si vous louez un bien dans un quartier UP, qu'on a affaire ici à un certain type de clientèle, le propriétaire ici ou du moins l'agence ne va pas en fait s'hasarder ou s'amuser à violer la loi, parce qu'elle sait très bien en fait à qui elle a affaire, ou du moins des personnes qui ont un minimum de notions. Et en fait, pourquoi? C'est pas que je conçois cela, hein. Je pars du principe ici que si on loue par exemple un bien dans un quartier UP, naturellement ce sont des coûts qui sont, enfin, c'est des loyers qui sont assez élevés. Donc oui, naturellement. Là où je vous arrête, c'est que la plupart de nos téléspectateurs ne vivent pas dans des quartiers UP. Oui, naturellement. Ils vivent dans des quartiers populaires. Oui. Donc si on se bloque juste sur ces quartiers UP-là, il faut vraiment pouvoir englober. Donc je repose ma question. Oui. Est-ce que dans les quartiers qui soient UP populaires ou même, on va dire, encore plus populaires, oui. Est-ce que ce fait-là, 2 mois d'avance, 2 mois d'agence, oui, si je ne me trompe pas, non, 2 mois de loyer, 2 mois de caution, 2 mois d'avance. 2 mois d'avance, est bien respecté? On parle de 4 mois. Malheureusement, non. Malheureusement, non. C'est pas respecté dans certains quartiers populaires. Pourquoi? Parce que les propriétaires mettent cela en place pour la simple bonne raison qu'ils se disent que c'est une sorte de sécurité pour eux. Ils mettent c'est-à-dire qu'il peut prendre 5 mois de loyer en cours, voire 6, parfois même 8, parce qu'ils se disent au moins comme ça, ils ont une sécurité, ils ont de l'argent de côté, au moins comme ça, ils n'auront pas à courir derrière leur locataire. Il y a aussi une autre chose que j'ai pu constater. Ça tombe bien hein, que vous soyez là, vu que vous défendez les consommateurs. Il faudra aussi louer les biens qui sont à notre portée. C'est-à-dire que en fonction de mon budget, si je vois que voilà, j'ai les moyens pour ce type de logement, il faudrait que je puisse faire un calcul en fonction de combien est-ce que je peux dépenser. Il ne faudrait pas ici aller prendre des prêts de gauche et à droite. Je comprends parfaitement que le coût des loyers, voilà, c'est assez choquant aujourd'hui. Oui. Je comprends, mais je veux dire, il faut aussi essayer de regarder son budget. Sa poche. Je suis désolé, hein, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Il faut aussi regarder sa poche, c'est-à-dire que si on n'a pas les moyens de louer par exemple un bien à 100 000 francs CFA, c'est vrai qu'on peut économiser ou aller prendre des prêts auprès de nos proches pour avoir des cautions. Attendez, messieurs, laissez-moi terminer. Pour par exemple aller prendre de l'argent auprès de nos proches et dire oui, je peux payer. Admettons que le propriétaire respecte la loi. Donc du coup, j'avance ici 2 mois de loyer et 2 mois de caution. Mais après cela, une fois que j'ai pu gagner, j'ai pu mettre cet argent de côté. Est-ce que par la suite, je suis en mesure de pouvoir louer mon bien, de pouvoir en fait respecter mes engagements? La question, elle est là, vu que vous défendez les consommateurs, je pense que c'est quand même un sujet sur lequel en fait on devrait... Monsieur Ouattara, oui. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Là, je suis vraiment désolé, hein, je vais dans le sens contraire, carrément. Je pense que la question n'est même pas au niveau d'aller s'endetter pour venir payer une caution. Non, je suis désolé. Là, on parle du montant, du taux de fixation du loyer qui est très élevé. Voilà, c'est là le débat. Le taux, il est très élevé. Secondo, on parle de la fixation des cautions. Donc, je suis désolé d'entendre que vous me dites que à Yopougon, par exemple, le propriétaire peut se permettre d'augmenter et qu'à Cocody, le propriétaire qui est un intellectuel va respecter la loi. La loi, c'est pas ce que je dis. La loi, elle est universelle. C'est pour toute la Côte d'Ivoire. Elle ne s'applique pas à Cocody et à Yopougon, les gens qui violent les lois. Je suis désolé, non. À Cocody, on viole les lois. Il y a des gens qui ne respectent pas les normes. 2 mois de caution, 2 mois d'avance. On en trouve à Cocody. C'est pas ce que j'ai dit. En fait, je n'ai fait que constater. Non, voilà. c'est pas ce que j'ai dit. C'est... On va rectifier votre propos. Oui, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Vous avez interprété certains de mes propos d'une certaine manière. J'ai tout simplement dit que, en fonction du constat que moi je fais, dans certains quartiers, quand on a affaire à des personnes, quand on sait qu'elles connaissent un minimum leurs droits, le propriétaire ne va pas s'hasarder à essayer d'abuser du consommateur. Chose qu'on peut constater, par exemple, dans certains quartiers populaires. Je ne dis pas que je suis d'accord avec ça. C'est un constat que je fais. Donc ça tombe bien qu'on fasse aujourd'hui... Également, nous constatons que ça se passe à Cocody également. Monsieur Ouattara, attendez. Oui. Monsieur Bollier, est-ce que les gens connaissent réellement leurs droits aujourd'hui? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Et du coup, c'est pour cela que les abus continuent. D'accord. Je vais me tourner à présent vers vous, Monsieur Dibier, et vous, Madame Aura. Le fameux 5e mois.
le mois d'agence, qu'est-ce Oui. qu'on en fait réellement? Oui, pour répondre à cette question, je vais rebondir un peu sur le cas de M. Charles, qui parlait de la fixation des mois de loyer et puis des cautions. Bon, concernant des mois d'avance et des cautions, c'est respecté partout en Côte d'Ivoire, à ma connaissance, pour ce que je sais. Voilà, c'est 2 mois de caution, 2 mois de loyer d'avance. Et le mois d'agence, c'est là oui, la question. bien évidemment, parce que ceux qui travaillent à vous trouver un bien, bien évidemment, il faut les payer. Il y a déjà les 5 000 de démarchage. Oui. Donc, est-ce que déjà vous avez recours à des démarcheurs ou c'est vous qui faites toute la prospection? Alors, nous, non. Ce que je voudrais dire, avant de commencer déjà, je voulais revenir sur ce que M. Boli a dit, concernant d'abord le fait que les 2 mois de dépôt de garantie appelés abusivement caution et les 2 mois d'avance ne sont pas respectés. Tout dépend de vers qui le consommateur part. Si le consommateur part vers un démarcheur, c'est clair que ce démarcheur-là ne va pas appliquer les normes qui sont en vigueur en ce moment. Mais s'il se dirige vers une agence immobilière agréée, une agence immobilière agréée, bien évidemment, respecte les normes qui sont en vigueur. Donc, on va dire entre griffes que la faute est vraiment au consommateur qui se fait gruger parce qu'il ne part pas vers les agences qui sont légalement constituées. Je ne peux pas vous laisser dire qu'il se fait gruger Non, parce qu'à partir du moment... Sur ce point, je ne suis pas entièrement d'accord parce que les mois qui sont fixés ne sont pas fixés par les démarcheurs, encore moins les agences agréées. Les mois sont fixés par l'État et ce sont des standards qui sont inclus dans le contrat de bail. Donc, tout le monde est tenu à les respecter. Mais oui, mais donc les démarcheurs comme les agents, tout le monde les respecte. Parce que ce n'est pas les démarcheurs eux-mêmes qui fournissent le contrat. Qui est conscient de ce que la loi dit. La loi dit, pour louer un bien immobilier en Côte d'Ivoire, c'est 2 mois de dépôt de garantie, 2 mois d'avance et 1 mois d'honoraires d'agence. Ne peut pas aller vers un locataire, même si le propriétaire lui dit 5 mois de dépôt de garantie, il ne peut pas, lui, s'engager dans un tel processus, parce que c'est violer la loi. D'accord. Moi, je pense que c'est en cela que nous appelons à l'État. Nous appelons l'État à prendre ses engagements. Aujourd'hui, nous demandons une ligne verte. Une ligne verte pour dénoncer ces propriétaires véreux, pour dénoncer ces agences immobilières qui, sachant bien que la loi est là, parce que je vous le dis, madame, il y a des agences immobilières qui outrepassent ces normes. Voilà. Donc aujourd'hui, nous demandons à ce que l'État mette en notre disposition des moyens pour pouvoir vraiment dénoncer ces propriétaires afin que ces pratiques puissent cesser. Je me retourne vers notre juriste. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des moyens de dénoncer ces agences qui, selon les propos de M. Ouattara, abuseraient plutôt parfois de leur position? Légalement comme ça, si une personne est dans ce cas-là, bon, généralement ça peut se régler en fait au tribunal, hein. C'est-à-dire ici, si j'ai été victime, soit je vais les faire prévaloir mes droits devant un tribunal en matière commerciale, dire en gros que voilà, j'ai été abusé par tel propriétaire, ou encore ce que vous pouvez faire, un petit signalement auprès du ministère de la Construction pour dire que les mesures qui ont été prises par le ministère ne sont pas nécessairement respectées, donc du coup se retourner ici vers une autorité administrative. Messieurs, dames, est-ce que la fiscalité immobilière joue-t-elle un rôle dans cette hausse des loyers? Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, donc je vais vous laisser la parole en premier. Alors, ce que je peux dire, c'est que la pression fiscale globale actuelle pousse à l'inflation des coûts des loyers. Il faudrait savoir qu'aujourd'hui, l'administration fiscale a la possibilité de changer de changer la déclaration fiscale d'un propriétaire qui va déclarer ses impôts sur un bien qu'il met en location. Il peut dire par exemple, moi ma maison je la mets en location à 200 000 francs. Il apporte le contrat de bail qui justifie clairement que la maison est mise en location à 200 000 francs. L'administration fiscale a la possibilité de déterminer que ce loyer est sous-évalué par rapport à la valeur locative qu'elle-même elle a déterminée et définie pour une zone bien donnée. Donc elle peut dire que dans la zone dans laquelle votre habitation est, nous avons décidé que le loyer doit être à 300 000 francs et nous imposons vos impôts sur la base de 300 000 francs. Le propriétaire qui a une rentabilité à faire se voit imposer 300 000 francs sur un loyer, 300 000 francs d'impôt sur un loyer de 200 000 francs. Bien évidemment que dans les temps qui vont suivre, le loyer va connaître une hausse. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que certains quartiers deviennent inaccessibles pour les classes moyennes et populaires aujourd'hui?
Moi, je voulais rebondir sur ce que madame venait de dire. Je pense que quand on parle du taux d'imposition en Côte d'Ivoire, véritablement, ça n'a pas changé. Le taux d'imposition, on est toujours au même taux. Depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Ce sera à vérifier pour nos téléspectateurs, auprès des services concernés. Vous pourrez vérifier après. Donc, c'est pas sérieux quand un propriétaire prétexte du taux de l'inflation pour justifier une augmentation. Je suis désolé, non. La déclaration, elle est, je veux dire, libre. Le propriétaire, il va déclarer, je viens de finir un bâtiment et voici les prix que je pratique. Mais le constat aujourd'hui est que les bailleurs ne déclarent pas les vrais montants. Quand madame dit que l'impôt... Ça, c'est ce que vous dites, ça, mais c'est un constat. Encore une fois à vérifier. On reçoit des consommateurs qui viennent se plaindre à nous. Monsieur Boliv, est-ce que on vous reçoit des ce type consommateurs parce que, je vous le dis, les services des impôts, ils pratiquent souvent à des saisies des loyers. C'est quand même des accusations graves. Non, je vous le dis, nous on reçoit des plaintes. On reçoit des plaintes en longueur de journée. Oui, certes, mais on ne peut pas non plus venir de but en blanc poser de telles accusations. Mais quand madame dit par exemple que l'État, les services des impôts imposent la fixation du coût du loyer. Oui. Donc je veux dire que ce sont des accusations, tout est à vérifier. Donc au même moment, quand vous rebondissez sur mon intervention, ça devait être pareil, mais ça n'a pas été le cas. Non, j'ai dit la même chose pour vous deux. Voilà, tout est à vérifier par nos téléspectateurs qui se feront leur... Le constat, oui, c'est vécu également. C'est des choses qui sont vécues pareil. Alors, on va changer de question. Ma question était, est-ce qu'il y a un risque que certains quartiers deviennent inaccessibles pour les classes moyennes et populaires? Monsieur Boli, je vous laisse... Naturellement, oui, parce qu'en fait, encore une fois, il y a un élément qu'on doit prendre en compte ici. Comme je dis, c'est l'inflation. C'est-à-dire ici, plus on va avancer, plus les loyers deviendront de plus en plus chers. Et puis, il y aura une grosse... un grand espace entre, du coup, la classe moyenne et puis des classes sociales, en fait, un peu plus élevées. Est-ce qu'il n'est pas déjà réel actuellement là, ce gap? Si, il y est, mais je veux dire, en fait, plus on va avancer et plus ce gap va se creuser davantage. Moi, j'aimerais juste, en fait, poser une question ici. Excusez-moi, monsieur, c'est très bien de dénoncer, c'est très bien, en fait, vu que vous représentez les consommateurs. Du coup, selon vous, ici, quelles seraient les mesures que l'État, que le gouvernement pourrait... Alors, ce point, j'allais arriver un petit peu plus loin dans le débat, donc on va le garder et on va demander à monsieur Djiby, du coup, est-ce qu'il n'y aura pas... Je vous pose la même question, est-ce qu'il n'y a pas un risque que certains quartiers deviennent inaccessibles? Bien évidemment. Parce que si une personne qui souhaiterait habiter en Gré n'a pas le budget de se louer un studio à Gré, oui, c'est normal qu'il ne peut pas y habiter. Donc beaucoup de personnes aujourd'hui, de nombreuses personnes se tournent vers les villes aux alentours d'Abidjan, comme Dabour, Bingerville, mais qui n'est pas forcément leur zone d'habitation au vu de leur zone de travail. Donc c'est un véritable problème. Et est-ce qu'à contrario, il n'y aurait pas un risque d'une certaine précarisation dans certaines zones? À mon avis, non. Non? Naturellement, si, bien sûr. Je pense que le constat, il est triste, il est amer. Et vu l'inflation, vu les taux que pratiquent les différents propriétaires, c'est clair que certaines personnes ne pourront pas habiter dans certaines communes. C'est triste, ce qui ne devrait pas être le cas. Donc les gens sont obligés de se retirer parce qu'ils n'ont pas la bourse nécessaire pour habiter dans certains quartiers. Ils sont obligés de se réfugier dans des quartiers dits précaires. Ben bon, c'est déplorable. C'est déplorable, c'est ce que je peux dire. Alors, vous le savez, on a posé la question à nos internautes par rapport à la cherté des loyers, comment fermer la porte à cette inflation. On a eu quelques réactions. La première de John-Marc Kwaku qui dit qu'il faut plafonner le coût du loyer selon le nombre de pièces dans la maison. Également, réduire le coût des matériaux de construction, réduire le taux d'impôt, mettre une brigade spéciale en place pour veiller à ce que les 2 mois de caution et avance soient respectés. Baisser le coût des loyers de 50% dans toutes les zones. Ça, c'est la proposition d'Herman Venceslas Bayala. En 3e position, ce sont les démarcheurs qui sont à la base de cette augmentation selon Mathieu Nda. Et je vous vois sourire, monsieur Djiby ainsi que madame Oa. Et enfin, c'est le coût des terrains qui détermine le standing d'un quartier. Sinon, le matériel est quasiment au même prix partout. C'est ce que vous disiez plutôt. Donc quand le terrain est moins cher, les loyers sont aussi amoindris.
Maintenant, diminuer le loyer, là, ça veut dire quoi? À Abidjan, ici, il y a un loyer de studio 30 000 francs, il y a un studio 150 000 francs. Prends le studio de ta bourse et c'est tout. Mais j'ai l'impression que vous voulez vivre là où votre main n'arrive pas, que chacun habite là où ses revenus lui permettent de vivre. Ça, c'est l'avis de Madame Dame Kone Rama. Alors, vous souriez sur cette histoire de démarcheurs qui sont à la base de cette augmentation. C'est vrai que quand on soulève la question de la cherté des loyers, les démarcheurs viennent en première ligne. Oui. Toujours indexés. Oui, mais qu'est-ce qu'il en est vraiment? Bon, je ne peux pas totalement nier ce qu'il vient d'évoquer, parce que moi, j'en ai connu des personnes. J'ai connu des personnes qui ont encouragé des propriétaires à augmenter le prix de leur loyer. Et par contre, ce n'est pas tous les démarcheurs qui s'insèrent dans ça. Dans cette logique-là, oui. Oui, dans cette logique-là. Il y a des démarcheurs qui militent auprès des propriétaires pour qu'ils revoient à la baisse leur loyer. Et encore, ils vont plus loin dans leurs conditions. Ils demandent aux propriétaires de baisser leurs conditions parce qu'il y a des propriétaires qui se lèvent comme ça un matin et puis disent 2 mois caution, 6 mois d'avance. C'est tout à fait illégal, si je ne me trompe pas. Oui, c'est illégal. C'est illégal. C'est illégal. Donc, et puis, au vu de la loi, aujourd'hui, aucun consommateur n'est prêt à aller au-delà des normes fixées par l'État. Donc, c'est un peu ça. Les démarcheurs sont un peu indexés, oui, comme on le dit, mais pas totalement. Est-ce que c'est votre cas, Monsieur Tibier? Je me retournerai après vers Madame Moura. Est-ce que vous encouragez les propriétaires à revenir à la raison? Car je le rappelle, le SMIC, il est quand même de 75 000 francs CFA. Bien sûr que j'encourage les propriétaires à respecter les normes. En aucun cas, je peux dire à un propriétaire de fixer le loyer d'un logement qui est censé être à 50 000 francs, à 100 000. Ce n'est pas possible. Ouais, je ne peux pas le faire. Et par contre, quand il fixe un loyer qui est au-delà des normes, je peux lui dire de redescendre. S'il ne m'écoute pas, moi je dis je ne peux pas trouver quelqu'un pour toi. Et je le fais généralement. Est-ce qu'il ne faudrait pas, au final, plafonner les loyers dans certaines zones comme le propose une partie de la société civile? Monsieur Boli. C'est une belle question. Plafonner les loyers, est-ce que ce serait vraiment réalisable? Alors, je vois Madame Moura qui essaie. Voilà, est-ce que c'est réalisable? Selon moi, non. Au bout d'un moment, il faut être honnête. Encore une fois, je réunis à chaque fois là-dessus. Hein, l'inflation, encore une fois. L'inflation est... Oui, mais non, mais c'est pas une question que l'inflation abandonne, mais il y a une réalité qui est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas non plus se dire qu'on peut plafonner un loyer. À la limite, on peut demander à l'État de peut-être baisser le coût au niveau des impôts. Ça, c'est possible. Voilà. Mais plafonner un loyer, malheureusement, je ne pense pas que ce soit possible parce qu'aujourd'hui, si un propriétaire souhaite construire avec un certain type de matériaux ou viser un certain type de personnes, ça va quand même être un loyer quand même assez cher. Et comme le dit l'article 421 du Code de la construction, tout simplement que généralement, il faut mettre un loyer en fonction de sa valeur, de où le bien est situé, etc. Donc, c'est aussi prévu par le Code. Donc, ça à prendre en compte. D'accord. Très brièvement, je vais revenir sur quelque chose. Je disais, le SMIC est quand même à 75 000. Est-ce qu'aujourd'hui, vous proposez des choses pour les personnes qui gagnent ce salaire-là? Non. Chez nous, par exemple, oui. On a des bâtiments dans certaines zones de Cocody. Vous allez avoir un studio à 30 000, à 40 000, à 50 000. Mais je reviens encore, tout va du standing. Mais nous avons la possibilité. Il y a des baraques aussi, non? Non, pas oui, mais des baraques comme pour pas de baraques. Mais pas de baraques, non. Oui, naturellement. Mais... Non, mais je veux dire, par rapport au SMIC, je veux dire. Oui, les baraques aujourd'hui, telles qu'on les voit, il y en a qui sont à 50 000 aujourd'hui quand même, mais c'est souvent anarchique. Oui. C'est moderne. Je voulais rebondir sur un fait, si vous permettez. Il y a une question que vous avez posée tout à l'heure et concernant les intermédiaires qui favoriseraient l'augmentation ou la diminution. Exactement. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a un travail qui doit être fait également. Et il y a un vide juridique au niveau des intermédiaires, des apporteurs d'affaires. Mais le constat, ce qui nous revient très souvent, c'est que en plus du mois d'agence que le consommateur doit payer, il y a un montant, soit on te dit c'est 100 000 francs x 5 plus 50 000 francs. Pour quelle raison?
Ce sont les intermédiaires. Ça sort d'où? Ah, ça c'est le constat. Parce que l'intermédiaire, c'est ce que vous dites. Je vous donne l'information. C'est une information que je vous donne, vous la prenez. L'intermédiaire te dit, lui qui trouve la maison, il te dit que l'agence immobilière ne me gère pas. On va prendre des pincettes. C'est un arrangement. Voilà, l'agence immobilière ne me gère pas. Donc, puisque moi je te trouve le local, j'ai 50 000 francs. Ça, c'est un arrangement. Donc, en plus de payer les 2 mois de caution, 2 mois d'avance, les 1 mois d'agence, tu as encore 50 000 francs ou, je dis n'importe quoi, 30 000, 100 000, qu'il faut encore donner à l'intermédiaire. Nous dénonçons tout ça. D'un point de vue légal? Non, ça c'est pas légal. C'est clairement pas légal et il n'y a aucune loi en Côte d'Ivoire qui prévoit cela. Mais monsieur peut attester, il ne peut pas dire qu'il n'a jamais entendu. Oui, madame, oui, j'ai fait. Vous n'avez jamais Moi, j'ai déjà entendu. Alors, moi, j'ai jamais eu. Messieurs, on va se tourner. Mais ça, c'est un arrangement à l'amiable entre le client et puis son agent immobilier. Messieurs, on va se retourner vers Madame Moura. On va vous demander un cas complet. Quand une personne a recours à votre agence, comment ça se passe? Alors, lorsque nous recevons une personne qui veut louer un bien chez nous, nous lui donnons nos conditions. Les conditions, c'est 2 mois de dépôt de garantie, 2 mois de loyer d'avance et 1 mois d'honoraires d'agence qui équivalent à 1 mois de loyer. Voilà. Et c'est tout comme condition. C'est tout. C'est tout. Vous les accompagnez. Par exemple, il n'y a pas de frais de visite de l'ordre de 5 000 francs ou autre. Nous ne faisons pas. C'est les démarcheurs qui font les visites à 5 000. Donc, ils existent, les démarcheurs. Oui. Les démarcheurs existent, mais ils ne sont pas sur nos plateaux. Les démarcheurs, en fait, c'est un métier qui n'a aucune base juridique. Le métier d'agent immobilier est encadré par la loi. Attendez. Mais les agents collaborent avec les démarcheurs. Attendez. Après, attention, il faudrait faudrait pas non plus prendre les choses de manière aussi radicale. Peut ne pas avoir la connotation de démarcheur peut-être dans des codes, certes, mais juridiquement, c'est pas si vite que ça. C'est-à-dire que dès le moment où je vous apporte une affaire, je suis intermédiaire. Voilà, un apporteur d'affaires. Je suis intermédiaire. Exactement, je suis intermédiaire dans une affaire, donc juridiquement, c'est quand même encadré. Dès le moment où j'ai un rôle d'intermédiaire, c'est-à-dire qu'ici, on peut quand même soulever ma responsabilité civile si quelque chose se passerait mal. Donc, il n'y a pas vraiment de vide à ce niveau-là. Parce que si, par exemple, un démarcheur, entre guillemets, m'approche en disant « oui, ce bien, il est très bien », si ça se passe mal, que je me rends compte que ce n'est pas un bien que je voulais, ou du moins il y a eu une escroquerie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me retenir vers le démarcheur parce que c'est celui que je connais. Donc juridiquement, je peux très bien soulever sa responsabilité civile. Alors au sens du droit, il n'y a pas forcément démarcheur, mais intermédiaire ici. Je suis d'accord avec monsieur Bouli. Ce que je voudrais ajouter, c'est que ce sont des apporteurs d'affaires, mais ils ne sont pas démarcheurs immobiliers. Parce que la profession d'agent immobilier est encadrée par la loi. Et pour pouvoir être agent immobilier, il faudrait avoir un agrément qui est délivré par le ministère de la Construction. Madame Moura, désolée de vous couper, on va lever une petite confusion. Je pense que bien des téléspectateurs l'ont. C'est quoi la différence entre un démarcheur, un commerçant commercial, je vais y arriver, immobilier, entre les deux? Monsieur Djibi. Alors, un démarcheur, je peux dire, c'est un particulier qui travaille à son propre compte, voilà, mais qui, en parallèle, peut aussi être en partenariat avec certaines agences agréées. Voilà. C'est votre cas? Oui. Et un commercial immobilier, il travaille au sein d'une agence agréée. Et lui, il attend son agrément, c'est ça? Pas forcément. C'est un employé, un employé de l'agence agréée. On peut l'appeler aussi agent immobilier agréé. Agent immobilier agréé. Mais seulement qu'il est sous couvert. Voilà. Il est de l'agence immobilière agréée, donc il est agent immobilier agréé. D'accord. Alors, on va changer un petit peu la direction. Est-ce qu'au final, un observatoire des loyers serait aujourd'hui pertinent dans le pays? Si vous pouvez préciser votre question, un observatoire des loyers, c'est-à-dire? Un observatoire qui pourrait déjà... Un organe de régulation. Un peu comme ça, oui. C'est très compliqué. Pourquoi? Déjà, sur quelle base ils vont pouvoir travailler? D'autant plus que les loyers ne sont pas fixes, ne sont pas plafonnés. Mais jusque-là, pourquoi ils ne peuvent pas être fixés?
Parce que C'est une question de volonté. Oui, il a répondu à cette question parce que d'un quartier à un autre, et en fonction des standings... Pourtant, ça se fait, excusez-moi, mais ça se fait dans d'autres pays. Alors, ça peut être fixé, par exemple, on vous dit dans le code de la construction, qu'on ne peut pas augmenter le loyer, pour augmenter le loyer, il faut attendre au minimum 3 ans. Malheureusement, parfois, il y a certains propriétaires qui violent cette loi-là, ou parfois ils peuvent augmenter comme ça le loyer au bout de 1 an, 6 mois. Et ça, c'est aussi des faits à prendre en compte. Et quand c'est comme ça, soit le locataire, il peut très bien porter plainte, ou du moins assigner son propriétaire auprès d'un tribunal. La répétition étant pédagogique, je vais vous demander encore une fois, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, qu'on essaye bien ce principe-là, quand on décide d'entrer en location dans un bien, combien de mois faut-il déposer? Alors, 2 mois et 2 mois de loyer en cours. Il y a 2 mois qui correspondent à une caution et 2 mois de loyer en cours. Toutefois, il y a ça c'est assez récent, il y a le fameux mois d'agence. Légalement? Bon, en fait, le mois d'agence, en réalité, ça se partage entre le propriétaire et le locataire. C'est-à-dire que ce n'est pas à la charge totale du locataire. Et pourtant, dans les faits, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Mais encore une fois... Dans les faits, c'est le locataire. Oui, mais en fait, alors, attendez, il faudrait qu'on puisse bien se comprendre. Les 1 mois d'honoraires d'agence, les 1 mois d'avance, comme on l'appelle, ont une base légale. Ce que je voudrais dire, c'est que ça a été récemment changé et la loi n'est pas encore en application. Voilà. C'est le dernier décret qui a été pris par le ministère de la Construction, le décret 2024-1115 du 19 décembre 2024. Mais quand vous dites que ce n'est pas en application, c'est-à-dire? Non. En fait, la loi a été promulguée. Je pense que c'est comme ça. Et quand vous dites que ce n'est pas en application, c'est-à-dire? Elle n'a pas encore été mise en application. Donc, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? On attend que le ministère... Que ça soit appliqué. Voilà, d'accord, mais concrètement, si je veux déménager tout de suite... Qu'est-ce qui se passe? Non, mais si le décret, comme vous dites, c'est été promulgué... Un décret d'application, peut-être. En fait, si vous regardez, le décret a été mais si c'est promulgué, oui. Si c'est promulgué, c'est qu'il est... Il ne faudrait pas que je me trompe. Il est en vigueur. Si un décret... Il a été voté. Non, mais si ça a été promulgué, donc du coup, c'est moi qui ai dit le mot promulgué. Donc je disais qu'il ne faudrait pas que je me trompe sur les thèmes parce que je ne suis pas juriste. De ce que je sais, cette loi a été validée en décembre 2024. Ok. Voilà. Elle n'est pas encore entrée en vigueur. Ok, d'accord. Voilà. Donc, on n'a pas encore été publié au journal, c'est ça? Voilà, au journal officiel. Donc, étant agent immobilier agréé, on a eu plusieurs réunions avec le ministère de la Construction. Nous avons discuté de plusieurs thèmes, de plusieurs clauses de cette loi-là que nous sommes en train de revoir. D'accord. Du coup, l'ancienne loi, ce serait laquelle? En fait, ça, c'est juste un décret. Oui. La loi de 2019 est toujours en activité. Vous pouvez nous rappeler qui dit quoi? Le code de la construction et de l'habitat de Côte d'Ivoire. Qui dit quoi? Qui dit que la tarification des honoraires d'agence sont déterminées par décret. Okay. Donc, au final, M. Boli, pour bien comprendre, donc, si je décide de déménager... Attendez, laissez-moi terminer. Si je veux déménager, je peux me soustraire à ce fameux mois d'honoraires d'agence. C'est bien ça le terme? Non, mais si on est encore sur le coup, l'ancienne loi qui n'est pas vraiment si ancienne vu que ça n'a pas encore été promulgué, en réalité, une agence ne peut pas imposer ces frais-là. Non, mais dans la loi, c'est pas possible. C'est-à-dire que les frais d'agence de ces 1 mois, on ne peut pas vous l'imposer. Toutefois, avant de rentrer dans un logement, si vous déménagez par exemple, l'agence vous dira il y a 1 mois de frais d'agence à payer, le locataire peut être d'accord ou non. S'il est d'accord, ok, très bien, donc du coup, il accepte de les payer. Toutefois, s'il n'est pas d'accord, l'agence ne peut pas lui imposer. Donc, encore une fois, ça serait une sorte de liberté contractuelle. Alors, de votre mémoire, est-ce que... Non, le constat, au jour d'aujourd'hui... Plutôt ce que vous avez vu. C'est ça, le constat, effectivement. C'est pourquoi je parle toujours de constat, parce que nous, on reçoit, bien entendu, les... Qu'est-ce qu'il en est vraiment d'après votre fédération? Aujourd'hui, le locataire, le demandeur du logement, c'est lui qui paye tout, il supporte toute la charge. Que ce soit caution avant ça, c'est normal, mais les frais d'agence, c'est le preneur qui supporte. On arrive à la fin de ce débat, messieurs, dames. On va faire un dernier tour de table pour un dernier mot. On va commencer par vous, Madame Aura. D'accord. Allez-y. Dernier mot. Ce que je pourrais dire, c'est que déjà, pour que le coût des loyers baisse, il faudrait d'abord qu'au niveau de l'administration fiscale, les taux d'imposition soient revus à la baisse. Il faudrait déjà aussi que le coût du foncier soit revu à la baisse, ainsi que les coûts des matériaux.
Voilà. Monsieur Ouattara? Oui, je pense que pour que le coût du loyer puisse diminuer, et nous appelons l'État, nous demandons à l'État de favoriser, de multiplier, on va dire, les logements sociaux pour permettre à tout le monde de pouvoir bénéficier d'un toit. Également, nous demandons aux consommateurs d'être vigilants, de se rapprocher des associations de consommateurs, de dénoncer chaque fois qu'ils constateront, parce qu'aujourd'hui, très souvent, les gens sont mis en face des réalités et ils ont le dos au mur, ils ont un besoin qui est imminent et ils se voient imposer des montants. Malgré lui, il est obligé de payer. Mais nous demandons aux consommateurs de ne plus accepter de subir, de dénoncer, de saisir les associations de consommateurs qui pourront les accompagner, bien entendu, à faire des actions juridiques pour pouvoir entrer dans les droits. Monsieur Dibi? Alors, je pourrais dire que pour que le loyer baisse en Côte d'Ivoire, il faudrait que l'État baisse le coût du ciment, bien évidemment, parce que c'est beaucoup élevé. Et puis voir aussi d'autres aspects au niveau des matériaux de construction. Et puis bien évidemment voir le coût du foncier dans les quartiers IP. Monsieur Boli? Alors seulement, il faudrait alléger un peu les impôts au niveau du foncier et bien sûr décentraliser, ce serait très important. Et aussi, il faudrait pas non plus, il faudrait aussi que chacun soit responsable. Il faudrait situer les responsables. À savoir ici, il faudrait pouvoir être en mesure de pouvoir aménager dans un local où nous sommes en mesure de pouvoir payer. Parce que même si on baisse le coût du logement, est-ce que finalement, ça va responsabiliser les gens, c'est-à-dire à savoir, je vais déménager à Cocody, sachant que je n'ai pas forcément les moyens de me procurer un loyer à Cocody. Il y a aussi ça aussi à prendre en compte. Donc, alléger les impôts et puis décentraliser. Merci à vous quatre d'avoir été sur notre plateau. Petit tour de table. Madame Akissioura, vous êtes directrice gérante de l'agence immobilière Ofira. Monsieur Sémignan Aboubakar Ouattara, vous êtes le vice-président de la Fédération des réseaux ivoiriens des consommateurs. Monsieur Dibi Medelos, vous êtes commercial immobilier. Monsieur Charles Boliboyon, vous êtes juriste. Merci encore une fois d'avoir été sur notre plateau. On va passer à l'image de la semaine. Le sourire, les larmes, le soulagement, les résultats du bac, c'est toujours une pléiade d'émotions, comme on peut le voir à présent à l'écran. C'est pas ça. Il a tué. Félicitations encore. Il a jailli de mon corps, c'est amour divin qui languit mon âme, ma vie. Mon Dieu, il a jailli de mon cœur, c'est amour divin. Le baccalauréat, c'est d'ailleurs le sujet de notre chiffre de la semaine, 40,15%. C'est le taux d'admission de cette session 2025 du baccalauréat. Dans le détail, ce sont 133 518 élèves qui ont décroché le précieux sésame. Félicitations à eux. Et pour ceux qui ne l'ont pas décroché cette année, la victoire est pour bientôt. Chaque vendredi, ces mots résonnent comme des éclats de vérité choisis avec finesse pour nous éclairer sur le monde qui nous entoure. Vous l'aurez deviné, c'est bien Beckett que nous accueillons ce soir. Bonsoir Beckett. Bonsoir Ashley, merci. Elle se prénomme Madina, je la connais ni d'Adam, Ève ou de la Kippa. Qui vivra verra, qui dira témoignera, alors j'écris son histoire pour que dans notre mémoire elle se grave. Atteinte d'une maladie incurable, à chaque pas, phrase, repas, peut venir le trépas. Si sa naissance était un cadeau, sans bander ses paupières, la vie lui réservait des surprises. Diagnostiquée de la mycoviscidose, voit son remède, affiché par ceux trouvés par des chercheurs, était sa prose. Peu
qu'importe la patience. Souvent, le passé, le présent et le futur ont le même temps. Comme hier, aujourd'hui pour demain, il lui faut une greffe, sinon sa vie s'achève. Elle n'a pas de poumon, mais la foi. Sans religion, elle y croit. Parfois, l'illusion s'appelle l'espoir. Chaque jour pour elle est une victoire et chaque souffle pour elle est une gloire. Elle n'était pas dans une chorale, mais elle répétait en chœur: demain je vivrai, si Dieu le veut. Ou je m'en irai. Si Dieu le veut. J'aurai un avenir, si Dieu le veut. Et pas que des souvenirs. Si Dieu le veut. Elle disait si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Elle disait si Dieu le si veut. Dieu le veut. Sans en prendre la vie donne à chacun son dû, mais est-ce qu'elle est réellement juste? Sans genre littéraire, elle attend des nouvelles. Chaque matin, c'est le même rituel. Elle consulte ses mails, son courrier, puis son beeper. Pour qu'elle vive, il faut que X ou Y meure. Elle dit: je veux la vie sans prendre celle d'un tiers. Sans arène, la vie lui donne des coups, elle boxe, elle paie ses capacités humaines et toutes ses forces. Plus elle est faible, plus on la trouve forte. La maladie a eu raison d'elle, pourtant, elle n'avait pas tort. Elle n'était pas dans une chorale, mais elle répétait en chœur: demain je vivrai, si Dieu le veut. Ou je m'en irai, si Dieu le veut. J'aurai un avenir, si Dieu le et veut. pas que des souvenirs. Si Dieu le elle veut. disait si Dieu le veut. Si Dieu le elle veut. disait si Dieu si le veut. Dieu le veut. Sans en prendre la vie donne à chacun son dû, mais est-ce qu'elle est réellement juste? Merci. Merci Beckett pour ce regard toujours avisé sur l'actualité. On se retrouve vendredi prochain. C'est le dernier virage de ce 7 Info le soir, le week-end. Un virage qui est particulièrement frisqué. Le matin, on voit les pullovers et les écharpes qui sont sortis, même sous les tropiques. Bonsoir Raïma, est-ce que tu trouves pas qu'il fait un petit peu froid là? Bonsoir Ashley. Bon ben, j'ai très froid et j'ai même mis un petit pull, histoire de me sentir bien. Ça va? Oui, ça va. Pas trop fatigué de la semaine? C'est le vendredi, on a toujours un petit coup de fatigue, mais bon. Comment on fait face à la fatigue et face au froid? C'est ce que tu vas nous expliquer ce soir. Exactement. Alors, on le constate, la Côte d'Ivoire traverse une période de fraîcheur bien installée, Ashley, particulièrement les matins et les soirs. Oui. Et comment prendre soin de soi, de sa santé durant cette période? Voici quelques conseils pour se sentir bien, de bonne humeur et surtout en forme. Voilà. Ashley, la première chose que je vous conseille de faire, c'est de manger des repas chauds et épicés. Oui, justement, ça vous fera beaucoup de bien. Privilégier une bonne soupe de poisson, peut-être avec beaucoup d'épices. Vraiment, épicé comment? Épicé comment? Il y a épicé et puis il y a épicé. Oui, épicé, mais légèrement. Ah, légèrement. En dehors de la soupe de poisson, tu as une préférence? Peut-être une soupe de mouton ou... T'as dit un repas chaud. Un repas chaud. Sauce graine. Mais là, on parle de soupe. Hein. Donc, une soupe bien épicée avec du piment, peut-être un peu de poivre, mais pas forcément du poivre dans la soupe de poisson. Mais privilégier aussi le poivre, le clou de girofle, un peu de clou de girofle que j'ai là. Oui. C'est tout petit comme ça, mais ça fait beaucoup de belles choses. Est-ce que vous arrivez à voir? Oui. Oui. Et parce que toutes ces épices vont chasser la sensation de froid et donner un peu plus de chaleur. Vous allez aussi consommer des aliments riches en vitamines C et D. On peut citer l'orange, le citron, la goyave, l'ananas, le citron bien vert là, qui vous fera beaucoup de bien. Ashley, pour se sentir bien quand il fait froid, il faut beaucoup s'hydrater. Parce que quand il fait froid, on a moins soif. Le froid qui va chasser cette sensation de soif. Et ce que vous allez faire, c'est boire régulièrement de l'eau tiède, une tisane aussi. Hein. Et à propos de tisane, moi j'ai ma petite tisane que... Enfin, c'est ce que je vous propose. Hein. Vous allez à un petit thé avec tous ces éléments-là. Tout ça? Oui, enfin... Pour toi ou pour moi? Pour toi. Tu représentes tous les téléspectateurs. Je suis donc ton cobaye, Raïma. Voilà. Encore une fois. Ouais, on va essayer de faire un petit thé
Un petit thé au citron avec un peu de... Je vais mettre un peu d'eau, voilà. Juste un peu... Un peu d'eau. Voilà, un peu d'eau. Un peu d'eau. Oups. Et puis le thé. Il a quel goût? Surprise. Le thé aussi, j'espère que vous arrivez à voir parce que... Attends, je vais mettre ça là. Alors, je vais voir si je peux t'aider. Voilà. C'est de mettre... malheureusement. Aide-moi un tout petit peu. Limité, mais voilà. On va mettre là le thé là. On va prendre le citron. Oui. Le citron qu'on va presser juste comme ça. Vous pouvez faire ça chez vous, hein, ça vous fera beaucoup de bien. Le citron qu'on va presser. Certains préfèrent quand c'est trop citronné et tu préfères quand c'est... J'adore le citron. D'accord, on va ajouter un tout petit peu. Ça vous fera beaucoup de bien. Un thé au citron, c'est un peu dur, hein, j'avoue. Moins de jus là. Ashley, Bon, c'est pas grave. c'est pas grave. C'est pas grave. On va prendre un peu de clou de girofle. Tu peux y aller. Avec Surtout la main. C'est très bon pour les dents. Ça a des propriétés anti-inflammatoires, me semble-t-il. On va prendre un peu de clou de girofle. On va prendre quelques tranches de gingembre. Ah. Oui. Et pour ceux qui n'aiment pas le gingembre, justement. Si vous n'aimez pas le gingembre, vous pouvez sauter cette partie. Et on va mélanger. Avec sans sucre, ça vous fera beaucoup de bien. Même pas un petit peu? Même pas un petit peu de non, sucre? J'ai pas apporté de sucre. Malheureusement, pardonnez-moi, j'ai pas de sucre. Et on va servir Tata Ashley. Alors, Tata Ashley... J'aurais dû le mettre dans la tasse cette info. Mais c'est pas grave. Et Ashley, quand tu vas boire, tu sentiras très bien. Tu peux faire un petit test. Tata Ashley fait quelque chose pour ses téléspectateurs de grand ce soir. Elle accepte de consommer du gingembre. Ah, c'est la petite confession du Logiquement, on week-end. laisse reposer un peu pour que tout soit... Ça sent très bon déjà. Ah, je suis une bonne cuisinière, même si ce n'est pas la cuisine en temps réel. Peut-être une bonne théière. Une bonne théière. Merci. Ça se marie bien. Ça se marie bien. Ça se marie très bien. Et est-ce que tu te sens au chaud? C'est instantané. Ça me réchauffe. Ça te réchauffe. Ça me réchauffe. Ça fait du bien à la gorge. Ouais. Après avoir parlé pendant tout ce temps, c'est vraiment très bien. Mais rassurez-vous, je ne vais pas servir Ashley. Il y a aussi le lait chaud que vous pouvez prendre. Hein. Un lait avec un peu de chocolat. Moi, je le dis chocolat chaud que vous pouvez prendre. Quand il fait froid, vous prenez juste une tasse. Je ne vais pas servir Ashley. J'ai une sorte de petite démonstration. Vous prenez votre tasse. Oula. Et c'est toi qui on sert cette info? Oui. Aujourd'hui, c'est la fête à la maison. C'est la fête à la maison. Voilà. Voilà. Quand vous descendez du boulot le soir, vous vous sentez... vous avez très très froid. Bon, enfin, santé. Ce n'est pas... Est-ce qu'avec le lait, on dit santé? Enfin, certainement. Bon. Allons-y. Santé, chill, à vendredi. Voilà. Ça fait beaucoup de bien. Effectivement. Du lait chaud, ce que j'ai pris, c'est du lait avec un peu de poudre de chocolat. Ouais. J'ai fait le mélange et je me sens bien automatiquement. Voilà. Donc à côté de cela, comment faire pour se sentir bien quand il fait froid? Il y a la citronnelle aussi. La citronnelle, on peut faire une sorte de petite tisane et tout. Et le bissap chaud qui est très recommandé. Le bissap chaud? Oui, bissap chaud. On a tendance à le consommer froid? Oui. Mais là, oui, justement. Mais là, quand on parle de fraîcheur, le bissap chaud avec pas de sucre vraiment vous fera beaucoup de bien. Ashley et tous ceux qui nous regardent, sachez tout simplement que quand il fait froid, il faut se mettre au chaud. Et là, on parle de vêtements. Il y a des vêtements qu'il faut privilégier. On peut citer une veste qu'il faut mettre, ou encore un pull comme celui que j'ai. Léger, mais qui est quand même assez chauffant. C'est ça. Ou un bonnet, une écharpe. Et il faut protéger particulièrement les extrémités qui sont les pieds, la main et la tête. Ashley aussi dormait au chaud, mais bien aéré.
Ce que vous allez faire, c'est laisser l'air entrer dans votre maison dans la journée et le soir, vous fermez tout, vous vous couvrez bien avec une couverture légère ou un petit pyjama. Ouais. Ça fait du bien. Vous allez voir que vous allez vous sentir bien par la suite parce que quand il fait froid, on a moins sommeil. Le froid va plutôt perturber parfois le sommeil. Ah bon? Oui. Ça va parfois perturber le sommeil et augmenter un peu le taux de stress. Donc là, on peut se détendre avec des petits étirements le matin, un peu de musique, une petite marche et tout sera bien par la suite. Voilà. Tu m'as tellement détendu que là, je vais te dire merci. Raïma, j'ai envie de boire un peu de... Encore Encore. Mais là, on est arrivé à la fin de l'émission. Oh. Donc, je veux dire merci Raïma pour ces conseils bien-être. On te retrouve dès mardi pour une nouvelle chronique culture. Merci à tous d'avoir suivi cette info le soir au week-end. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cetteinfo.ci.